Didier Tabuteau, bonjour. Bonjour. Actuel responsable de la chaire santé de sciences politiques à Paris et auteur, ça vient de sortir début septembre chez Odile Jacob, de la démocratie sanitaire, les nouveaux défis de la politique de santé, donc chez Odile Jacob. Vous êtes ici aujourd'hui parce que vous le savez bien sûr, c'est donc tout à l'heure que Marisol Touraine, la ministre des Affaires sociales et de la Santé, présentera sa stratégie nationale de santé avec pour mesure phare, entre autres, la généralisation des complémentaires santé et donc aussi l'extension du tiers payant pour ceux qui en ont a priori le plus besoin dès 2014 et à peu près pour tout le monde en 2017. La mesure fait déjà beaucoup couler de commentaires et de salive ça et là. Nous y reviendrons dans un instant avec vous. Mais je voudrais tout de même vous poser une question, si j'ose dire générique, comme les médicaments, alors que chaque fois, au fond, qu'un nouveau gouvernement arrive, il dit qu'il va finir par régler, réformer ce système de santé dont on dit d'un côté qu'il est le meilleur du monde et dont on dit de l'autre qu'il est le plus déficitaire, le plus coûteux et le moins bien organisé du monde. Tenez, encore hier, le journal du dimanche, les comptes de la Sécu à la dérive. Et voici que chez un concurrent, Flammarion, pour ne pas la citer, Véronique Vasseur écrit un livre, Santé, le grand fiasco. Le grand fiasco. Ah, ben voilà, donc on nous avait entendu. On est très bien soigné, mais le système tel qu'il est actuellement ne pourra pas durer, du fait du nombre d'inactifs qui ne cesse d'augmenter, puisqu'on vit de plus en plus vieux, il y aura beaucoup moins de cotisants. Et donc, on ne pourra pas continuer à augmenter les dépenses de santé comme ça. Le problème de la France, c'est la protection sociale, qui est unique en Europe, et on est aussi les premiers en dépenses de santé, pour tout. On est ceux qui avalons le plus de psychotropes, le plus d'antibiotiques, le plus d'anticholestérol, le plus de lunettes, j'ai vu avec la Cour des comptes. On a le plus de tout. On a 12% du PIB, ce qui est le maximum en Europe. Pourquoi on n'est pas plus malade que les autres? Donc, il y a beaucoup de choses à revoir. C'est pas des petites réformettes, hein. Et puis, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le problème des déserts médicaux. Il y a des endroits où il n'y a plus de médecins. Alors qu'on manque pas de médecins. C'est ça le paradoxe. Si on veut protéger ce système, il faut qu'on fasse une espèce de révolution de la santé, hein. Moi, je demande qu'on dépense moins, mais mieux. Alors, Didier Tabuteau, le tableau est-il à moitié noir, à moitié blanc, gris, rose pâle? Non, il y a beaucoup de choses et c'est vrai que le système de santé français a la caractéristique d'être beaucoup plus compliqué que la plupart des autres. Par exemple, le fait qu'il y ait régulièrement, voire tous les ans, mais plutôt tous les 2 ou 3 ans, un plan de maîtrise des dépenses de santé est totalement consubstantiel au système. C'est-à-dire que notre système est construit de sorte, il n'a jamais été construit de façon organisée et donc il est normal, puisque chacun a un pouvoir de décision sur les dépenses de santé, que ce soit les médecins, que ce soit les patients, il est normal que tous les ans, il faille faire un plan de maîtrise. C'est-à-dire que les plans de maîtrise, la succession des plans de maîtrise, c'est pas le signe de leur échec, c'est le signe du fait qu'on a un système qui est extrêmement libre. Alors, on peut contester cette liberté, on peut vouloir la remettre en cause. Personnellement, je pense que c'est pas la bonne façon de faire, mais tant qu'on aura un système aussi libre pour les professionnels et pour les patients, on aura des plans de maîtrise régulièrement, et ma conviction, c'est qu'il en faut un tous les ans. Ce qui est dramatique, c'est quand on n'en fait pas pendant 2 ou 3 ans. C'est normal qu'il y ait un ajustement, un plan, des annonces de réforme éventuelles, à peu près tous les ans. Il n'y a aucune raison pour que le système s'équilibre. On a d'un côté des dépenses de santé qui sont ordonnancées par les médecins ou par les patients et bien d'autres, mais en tout cas qui sont très décentralisées en termes de décision, à la différence des autres grands systèmes, comme l'éducation nationale, comme les ponts et chaussées, comme tous les grands systèmes administratifs que la France a construits. Et puis de l'autre côté, des ressources qui croissent en gros comme la masse salariale. Il n'y a absolument aucune raison pour que les deux coïncident. Donc il faut tous les ans réajuster. Et un plan de maîtrise, qu'est-ce que c'est? C'est l'ajustement entre les dépenses et les recettes. Il y a des années, maintenant quelques années, l'assurance maladie était excédentaire. Et elle est régulièrement déficitaire parce qu'on a une tendance forte à la croissance. Donc voilà, je crois qu'il faut d'abord ne pas s'inquiéter du fait qu'il y ait des plans de maîtrise. Moi, ce qui m'inquiète, c'est quand il n'y en a pas. Quand pendant 2, 3, 4 ans, il n'y a pas de plan de maîtrise, parce que dans ce cas-là, le déficit se constitue, et un déficit de 3, 4 ans, on ne peut pas le récupérer en gestion, on ne peut pas la maîtrise ne suffit pas, et on va vers l'endettement, et je trouve qu'il est absolument anormal que les dépenses de santé, qui est une consommation, soient financées par l'endettement. Donc les plans de maîtrise ne m'inquiètent pas. En revanche, il est tout aussi évident qu'il y a des problèmes structurels dans le système de santé parce que sa construction historique, aujourd'hui, n'est plus adaptée construction historique que vous faites remonter quoi, à 1945 Non, sa construction historique, je crois vraiment qu'elle commence à la Révolution française.
Ah oui, carrément. Alors, on a une histoire qui est très étonnante. J'étais déjà à la question de la démocratie sanitaire depuis 1945 et à la manière de revivifier ce terme-là régulièrement, mais effectivement, oui, si on remonte à la Révolution française. Je crois que c'est important. En deux mots, la Révolution française qui voulait apporter des soins gratuits à tous, il y avait une pensée sociale extrêmement importante dans le comité de mendicité, La Rochefoucauld-Liancourt, Guillotin, ont imaginé, puisqu'il n'y avait pas de docteur en médecine, évidemment, pour soigner l'ensemble de la population, ils étaient peu nombreux et concentrés dans les grandes villes, à imaginer des officiers de santé, à créer des officiers de santé, c'est-à-dire Monsieur Bovary, des CAP de médecine. Monsieur Bovary, exactement, qui est resté dans Voilà. l'imaginaire collectif. Et les docteurs en médecine ont réagi face à cette création révolutionnaire en s'opposant à l'État. Et en fait, la construction de l'identité collective du corps médical en France, à la différence par exemple de l'Angleterre ou de la Prusse, a été contre l'État. Les pouvoirs publics avaient la volonté de les asservir en leur mettant des concurrents mal formés, ce qui était assez vrai, et qui demandaient très peu d'honoraires par rapport aux honoraires médicaux. Et cette histoire s'est poursuivie au cours du XIXe siècle, pendant un siècle. C'est la guerre de 100 ans entre les pouvoirs publics et les médecins, et va déboucher en 1892 sur la suppression des officiers de santé. Les derniers ont exercé dans les années 1930, 1940. On n'est pas dans quelque chose qui est complètement la préhistoire. Et lorsque la sécurité sociale rejaillit, la grande date pour la sécurité sociale, c'est souvent, enfin on l'oublie souvent, c'est 1918. C'est quand l'Alsace-Lorraine redevient française, parce qu'il y a deux grandes régions françaises qui ont été le cœur d'un conflit épouvantable, qui ont un système d'assurance sociale, les assurances bismarckiennes. Et à ce moment-là, le Parlement se dit, il faut construire une sécurité sociale pour les autres régions. On ne peut pas laisser deux régions. Et ça aboutira à la loi de 1928, qui va de nouveau, quand la loi est préparée, susciter l'hostilité du corps médical, qui va dire comment on nous refait le coup des officiers de santé. On va nous mettre des lois bismarckiennes dans lesquelles il y a le tiers payant, dans lesquelles on ne choisit pas son médecin, ou en tout cas pas complètement, et les médecins vont obtenir leur deuxième victoire, qui est la non-application de la loi votée par le Parlement en 1928. Et elle sera modifiée en 1930, et on arrivera au système que nous connaissons, c'est-à-dire aucune contrainte, ni sur les médecins, ni sur les patients. Voilà. En gros, c'est ça l'histoire de la Genèse. Et ça continue. Et 1945 que vous citiez, la construction de la sécurité sociale, on fait des choses exceptionnelles, pour généraliser le système, mais on ne remet pas en cause l'organisation du système de santé qui avait été faite par les médecins. Parce qu'en fait, le conflit que j'évoquais a conduit les pouvoirs publics jusqu'en 1960 à déléguer la construction du système de santé aux médecins, avec de formidables réussites. Un système qui est très imaginatif, très intelligent, très décentralisé, où le progrès médical a pu progresser très rapidement, et je crois que la population en a bénéficié, mais qui souffre par cette absence d'organisation de cette construction, de carence, l'absence de prévention, le fait qu'il n'y a pas de catégorie intermédiaire entre les médecins et ce qu'on appelle encore les auxiliaires médicaux dans le code de la santé publique, c'est-à-dire les infirmiers, les kinés, etc. Il n'y a pas toute la hiérarchie des professionnels de santé que vous trouvez dans les autres pays, parce que le corps médical n'a jamais voulu que de nouveaux officiers de santé ressurgissent. C'est pour ça que les infirmières ont eu des compétences très tardivement en France, alors que dans les autres pays, notamment aux États-Unis, elles ont des compétences. Et ils ne sont pas prêts à le vouloir davantage aujourd'hui. Voilà, alors la réforme du système de santé, aujourd'hui, elle bute sur le fait que, pourquoi est-ce qu'on est effectivement, et là je rejoins Dr Vasseur dans son analyse, on est à un moment crucial, c'est parce que pour la première fois, ce système, mis en place, donc développé grâce à l'assurance maladie à partir de 1945, pour la première fois, ce système n'est plus en expansion. On n'augmente plus le nombre de professionnels, on n'améliore plus l'accès aux soins, même s'il était très inégal, parce que de 1945 à 2000, c'était pas une situation parfaite, il y avait des inégalités, mais la situation de tous s'améliorait. Il y avait plus d'hôpitaux, plus de médecins, on accédait mieux aux médicaments. Depuis les années 2000, et c'est particulièrement vrai depuis la fin des années 2000, on est dans un mouvement où le nombre de professionnels n'augmente plus, d'où les déserts médicaux. On a besoin de plus de médecins que partout ailleurs, parce que l'histoire que je racontais fait que les infirmiers, les kinésithérapeutes, les autres professions ont très peu de pouvoir, en tout cas beaucoup moins de compétences développées et admises dans notre système. Et donc on a un système paradoxal qui ne peut plus faire face à la fin de l'expansion. Il faut donc le réformer en profondeur. Mais c'est pour cette raison, pas parce qu'il a échoué précédemment. Et puis alors il y a aussi, au fond, le malade, on va dire, qui a changé, qui évolue. Selon vous, vous dites l'ayant droit c'est substitué quelque part aux malades. Est-ce que ça veut dire que du coup les Français sont de plus en plus exigeants vis-à-vis de leur couverture de santé? Et comment est-ce qu'on est passé de ce statut du malade à l'ayant droit? Exigeant, c'est très paradoxal là encore, parce que il y a à la fois, et très râleur en tout cas, c'est une évolution, oui et non. C'est une évolution très profonde. La grande rupture, l'élément sans doute le plus important des 30 dernières années dans le système de santé, c'est l'émergence des associations de patients. C'est le fait que un certain nombre de patients, alors ça a commencé très fondamentalement avec le drame du sida et les associations de défense des malades qui ont pris en charge vraiment une politique publique, qui l'ont poussée,
Dans le même temps, on a eu l'émergence, enfin l'affirmation de l'Association française de lutte contre la myopathie avec le Téléthon, qui a également montré que les associations, la société civile, pouvaient imposer une politique publique. Les maladies rares, c'est le fruit de la mobilisation des associations. Et toutes les autres associations, sur insuffisance rénale, l'Association française des diabétiques, la Ligue contre le cancer, toutes se sont associées, se sont réunies dans un mouvement pour imposer une prise en compte des préoccupations de santé dans la population. Alors ça, c'est un mouvement absolument historique et c'est ce qui a débouché sur l'idée de démocratie sanitaire, par analogie avec la démocratie politique, qui évidemment a le dernier mot et le choix, la démocratie parlementaire, et puis la démocratie sociale qui avait été mise en 1945 en place pour gérer la sécurité sociale, c'est-à-dire les partenaires sociaux, le patronat et les syndicats, qui ont la légitimité des assurés sociaux et des cotisants. Donc voilà, ça c'est la transformation qui se produit et effectivement chacun est plus attentif à sa santé. En revanche, quand on regarde l'évolution de la couverture santé, on s'aperçoit que l'expansion des complémentaires au détriment de l'assurance maladie ou la régression de l'assurance maladie qui ouvre la voie des complémentaires, c'est une évolution qui est profondément inégalitaire pour la population et qui pour l'instant, je dirais, est consentie parce que le système se dégrade et que ça paraît être la meilleure façon de faire face à cette dégradation. Et là-dessus, vous ne mâchez pas vos mots, là. Vous dites clairement quand même que la fameuse concurrence que l'on prône dans ces cas-là ne contribue pas à la démocratie, ne contribue pas à l'égalité des soins. Pas du tout même. Ni à la vous êtes très clair dans le livre. Ah oui, ni à la démocratie, ni à l'efficience du système. Oui. En matière de santé, en tout cas pour les prestations de santé ou pour les financeurs, la concurrence accroît les coûts. Ça, il n'y a absolument aucun doute. Toutes les analyses le montrent. On est dans un schéma. Contrairement à la doxa, contrairement à tout ce qui secteurs, bien sûr. Ouais. Ça, il n'y a pas de doute. Lorsque vous avez une... Mais ça veut dire que l'État laisse filer, ça. C'est-à-dire que l'État... il ne sait plus quoi faire. Alors, d'abord, n'a pas véritablement la commande, ou il n'a que sur une partie du système. On est dans une diarchie. Hein. Le système de santé est piloté depuis 1945 par l'assurance maladie, les partenaires sociaux, et c'était très légitime quand les partenaires sociaux dans les caisses étaient élus par les... Donc il y avait un système d'élection, d'où l'expression de démocratie sociale. Quand ils négociaient les cotisations, c'est-à-dire du salaire différé pour financer la sécurité sociale. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'on constate ? Il n'y a plus d'élection dans les caisses de sécurité sociale. La CSG a remplacé les cotisations salariales, sauf pour les indemnités journalières. Donc on est sur un impôt. Et la réforme constitutionnelle de 1996, la réforme Juppé, a donné le pouvoir majeur au Parlement avec le vote de la loi de financement de la sécurité sociale. Si vous ajoutez à cela qu'en 2004, la loi Douste-Blazy a supprimé les compétences des conseils d'administration. Ce ne sont plus des conseils d'administration dans le système d'assurance maladie, à différence de l'assurance vieillesse et des allocations familiales. Les partenaires sociaux ont été mis sur la touche progressivement par mesures replis successifs. Aujourd'hui, c'est l'État qui est en première ligne, mais qui n'a pas néanmoins le pouvoir complet, puisque l'assurance maladie reste pilotée dans un champ différent de celui du ministère de la Santé. Alors comment, justement, voyez-vous aujourd'hui l'annonce faite par la ministre de la Santé, Marisol Touraine, dans Libération, le tiers payant, donc, qui devrait être généralisé dès 2014 jusqu'à 2017, où vous n'aurez plus à avancer le prix de la consultation. Il fait réagir certains médecins qui disent qu'au fond ça va coûter encore plus cher, que ça va coûter au moins 3,50 € par médecin supplémentaire et qu'au fond beaucoup n'en voient pas l'avantage ni l'intérêt. Dit Avuto, je vous vois sourire et l'œil malicieux. C'est une mesure, donc si elle s'applique, si j'ai bien compris, d'ici 2017 d'une manière générale. Je précise, elle s'appliquait jusqu'à présent au seul bénéficiaire de la CMU, voilà, et de l'AME. Et c'était l'un des éléments très importants de la réforme de 1999 qui a créé la couverture maladie universelle. Non, je crois que c'est l'aboutissement avec 90 ans de retard d'un débat commencé en 1927 lorsque la charte de la médecine libérale a été inventée par les médecins français pour s'opposer à la création de l'assurance maladie, à la fameuse loi de 1928 que j'évoquais, dans laquelle il y a eu, je dis bien l'invention, parce qu'on ne la trouve pas dans les autres pays, l'idée que la médecine ne peut être déontologiquement exercée que s'il y a la liberté d'installation, le libre choix, la liberté des honoraires, etc. Alors, certaines de ces libertés sont fondamentales, ça je le partage tout à fait, mais dire qu'on ne peut exercer la médecine de façon déontologique que si elle a la liberté des honoraires, le libre choix et la liberté d'installation, c'est faire offense à tous les pays étrangers dans lesquels ces pratiques, ces libertés ne sont pas appliquées et pour lesquels les médecins sont parfaitement déontologiques. Donc il y a un débat sur le tiers payant qui est un débat très ancien. C'est-à-dire, on n'a pas voulu du tiers payant en France parce qu'on ne voulait pas des lois bismarckiennes qui avaient le tiers payant, parce qu'il y avait une dépendance du médecin par rapport aux caisses de sécurité sociale. Je crois qu'aujourd'hui, ce débat est dépassé, que l'absence de tiers payant, c'est un obstacle à l'accès aux soins pour une partie importante de la population.
Pour l'autre partie qui a des revenus financiers, des revenus suffisants, qui avance de frais ou pas, ça ne change pas grand-chose dans l'accès aux soins. Et donc, on ne peut pas dire qu'il y aura plus de consommation de ce fait. Et pour les catégories pour lesquelles c'est un obstacle dans l'accès aux soins, je pense que c'est une très bonne mesure. Je pense même que c'est une mesure qui pourrait avoir un petit écho historique, parce que c'est la remise en cause, encore une fois, du glacis sanitaire sur lequel nous vivons depuis un siècle. Alors, donc on dit qu'elle est quand même encore un peu lacunaire, cette mesure-là, parce qu'au fond, elle concerne les salariés, mais que tout ce qui est, comme tous les gens qui ont des statuts comme ceux, les étudiants par exemple, qui en auraient le plus besoin, et qui sont souvent de leur poche quand même pour les dépenses de santé, je crois à peu près 1000 €, d'après ce que j'ai pu lire, ne sont pas encore concernés. Oui, mais je crois que c'est une question de temps, je n'en sais rien, mais... Oui, et je crois que vraiment, la génération du tiers payant, encore une fois, on peut se dire ça va prendre beaucoup de temps si on veut faire à la fois la généralisation du tiers payant pour le régime de base et pour la complémentaire. On peut aussi dire il y a généralisation du tiers payant pour le régime de base dans tous les cas, et vous n'avez plus que le ticket modérateur à payer lorsque vous n'avez pas de complémentaire, ou que la complémentaire ne rembourse pas directement le médecin, ce qui est déjà une réduction assez considérable de l'avance de frais pour ceux qui ont effectivement les moyens les plus réduits. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur de ça. On est vraiment dans un schéma dans lequel tout ce qui retarde l'accès aux soins est mauvais pour le système. Enfin, tout de même, le CSMF, le principal syndicat des praticiens libéraux, craint dans le Figaro pour sa part que la médecine de ville perde sa souplesse pour se retrouver enfermée dans un carcan épouvantable. 8h16, l'heure de la chronique de Brice Couturier. Bonjour Marc, bonjour chers auditeurs, bonjour chers amis. Nous dépensons beaucoup pour notre santé. 240 milliards d'euros par an, 12% du PIB. La moyenne OCDE est légèrement inférieure à 10%. Alors admettons que nous sommes mieux soignés que la moyenne. Mais comme on sait, ce sont l'hygiène et l'alimentation qui sont déterminants pour l'état de santé général d'une population, pas nécessairement la consommation de médicaments dont nous abusons. La moitié de ceux qui sont prescrits ne sont pas consommés. Et la moitié du reste de ces médicaments ne servent à rien, comme l'ont montré Bernard Debré et Philippe Evin dans leur guide des médicaments inutiles ou dangereux. Mais le problème n'est pas tant celui de ces dépenses que celui posé par leur évolution et de leur financement. L'évolution, c'est celle d'une lente dérive. Notre système d'assurance maladie est en déficit chronique. Il manquait 4,4 milliards d'euros en 2008, 10,6 milliards en 2009, 11,6 milliards en 2010, 8,6 milliards en 2011, 5,9 milliards en 2012. La prévision pour cette année est celle d'une dérive de 7,9 milliards. Alors comment fait-on ? On s'endette. C'est-à-dire que nous confions aux prochaines générations la charge de payer, outre leurs propres dépenses de santé, une partie de celles que nous consommons aujourd'hui. C'est une situation d'autant moins tenable que les perspectives sont inquiétantes. Le vieillissement attendu de la population ne peut se traduire que par une forte progression des dépenses de l'assurance maladie, mais aussi de l'assurance vieillesse. Le problème de fond de notre système tient à la juxtaposition d'une logique libérale, liberté d'installation et de prescription pour les médecins, liberté de choix du praticien pour les malades, et d'un système de remboursement qui, lui, est socialisé. Une véritable invitation à l'irresponsabilité. Il se double d'un problème qu'on découvre en lisant votre livre, Didier Tabuteau, celui que pose le système d'une double commande de notre système de santé, piloté à la fois par l'État, avec la ministre de la Santé d'une part, mais aussi, de l'autre, par la Caisse nationale d'assurance maladie et son puissant directeur. Les désaccords entre ces deux autorités étant fréquents, notre système manque de cohérence. Comme il faut bien sortir de la première de ces contradictions, s'est mise en œuvre une logique jamais avouée ni discutée publiquement, qui est celle d'une privatisation rampante. La part remboursée par la sécurité sociale baisse constamment. Celle qui est prise en charge par les mutuelles et assurances ne cesse, elle, d'augmenter. Et encore, les chiffres cités généralement dissimulent une partie de la vérité. On nous dit que les organismes complémentaires ne financent que 14% du coût des soins et que le taux de couverture par l'assurance maladie reste élevé, autour de 75%. Mais si l'on tient compte du remboursement à 100% des affections de longue durée, on s'aperçoit que le remboursement des dépenses de soins courants par la Sécu n'est plus que de 56,2%. Chiffre que je tire du livre très éclairant de Véronique Vasseur et Clémence Thévenot, Santé, le grand fiasco, qui vient juste paraître en même temps que le vôtre. Autre preuve de cette privatisation rampante, c'est aux mutuelles que la puissance publique est en train de sous-traiter la modération des prescriptions.
à travers les réseaux de soins conventionnés, vivement conseillés à leurs adhérents, s'ils veulent continuer à se voir rembourser de tout ce que la sécurité sociale ne couvre pas. Comme d'habitude, nos gouvernants se gardent bien de réformer, ils se contentent de poser des rustines, espérant pouvoir passer la patate chaude à leurs successeurs. D'où ma question. Comment doter notre système de santé de ces fameux stabilisateurs naturels qui lui permettraient de s'autoréguler et que vous exposez dans la conclusion de votre livre? Voilà, Didier Tabuteau. Oui, le chantier est vaste parce que c'est vrai que notre système s'est construit, je dirais, laborieusement et on a des habitudes de fonctionnement qui sont extrêmement ancrées dans notre culture collective. Et je dis notre culture, des médecins, des professionnels de santé, mais également des patients. Alors, je crois que le premier élément, c'est qu'il ne faut pas s'inquiéter. Notre système n'est pas très coûteux. La vraie comparaison, c'est pas la part dans le PIB, dans la richesse nationale, parce que ça, c'est notre préférence collective. C'est-à-dire que nous préférons soigner, prendre en charge, que de laisser de côté. La vraie référence, c'est la dépense de santé par habitant. La dépense de santé par habitant, on est dans la moyenne, on est au 10e rang, on est dans la moyenne des pays. Donc je crois qu'il faut ne pas avoir d'inquiétude. On n'a pas un système qui est surchauffé. En revanche, ce qui est mortifère pour le système, c'est le fait que nous n'ayons pas le courage d'équilibrer tous les ans les comptes de l'assurance maladie. L'assurance maladie, c'est un système social, c'est pas vrai pour tous, mais c'est un système social qui, par nature, doit être équilibré parce que c'est la dépense de consommation, sauf vraiment une chute de croissance, une année donnée majeure, où on peut y avoir sur une année une hésitation Je signale que François Hollande, invité à ce même micro avant les élections présidentielles, nous avait dit ça mot pour mot, il nous avait même dit c'est anticonstitutionnel que d'endetter les générations futures. Donc tout le monde est d'accord là-dessus. Et pourtant, il ne se passe rien. Alors ça suppose simplement de prendre à la fin de chaque année et enfin à la fin d'une année, quand il n'y a pas de déficit, imaginons qu'on ait le courage de rééquilibrer l'assurance maladie avec les 6 ou 8 milliards qui sont nécessaires. L'année suivante, le déséquilibre de l'assurance maladie serait beaucoup plus limité. Et donc, s'il devait y en avoir un. Et donc, on pourrait le rééquilibrer. C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est un rééquilibrage obligatoire tous les ans. Et d'ailleurs, moi, je suis tout à fait favorable pour mettre une pression sur tous les gouvernements qui viendront au cours des prochaines décennies, que lorsque le système n'est pas équilibré en fin d'année, eh bien, il y ait automatiquement une hausse de la CSG, sauf si le gouvernement prend les mesures nécessaires pour l'équilibrer. C'est-à-dire qu'il y ait une pression à la vertu. Quelles seraient ces mesures ? Et pas, ces mesures peuvent être des mesures de régulation des tarifs, des prix, c'est quelque chose qui est très efficace dans certains domaines, peuvent être des mesures structurelles d'organisation du système. La coordination du parcours de santé dont on parle beaucoup, c'est un élément qui, pour les maladies qui sont les plus lourds par le coût, les maladies chroniques, les polypathologies des personnes âgées, etc., peuvent apporter une amélioration de l'état de santé de ces personnes et une meilleure utilisation des deniers publics. Alors, je vois Thierry Pêche et Stéphane Rosès qui veulent prendre la parole. Et qui commence ? Bon, Thierry Pêche me laisse, merci Thierry. Moi, j'aimerais bien interroger Monsieur Tabuteau justement sur les solutions, parce que là, vous nous les présentez comme si c'était des questions seulement super structurelles, mais il y a une demande de la société. Vous avez dit à juste titre que notre système remontait loin et qu'il y avait sans doute des raisons culturelles, anthropologiques. Il y a il y a 3 grands principes sans doute pour les patients à l'égard du système en termes de demande. Un principe d'égalité, de qualité, d'accessibilité. S'il fallait, selon vous, je dirais, rendre le système viable à terme, parce que le sujet, c'est que la médecine fait des progrès. Les patients dont parlait à l'instant Brice, justement, ce sont les affections longues. Je crois me souvenir que c'est 10% des patients aux environs, enfin très faibles, qui ponctionnent. Hein. J'en ai été il y a longtemps. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait finalement rogner entre égalité, qualité et accessibilité du point de vue de la société? Qu'est-ce qui serait, selon vous, acceptable du point de vue du spécialiste que vous êtes? Didier Tabuteau. Écoutez, moi je suis beaucoup plus optimiste que vous ne semblez l'être. Je crois vraiment que si on améliore la qualité, on réduira de la dépense, on contraindra mieux la dépense. C'est-à-dire que les objectifs que vous évoquez sont des objectifs qui vont dans le même sens. Alors ça suppose effectivement de prendre le taureau par les cornes.
cornes, d'expliquer un petit peu les choses, d'éviter que la consommation, le non-respect des bonnes prescriptions ne se fasse. C'est-à-dire il y a tout un élément de suivi médical qui est en train de se mettre en place, mais qui est très lent en France parce qu'il y a par le médecin traitant, ce qui a été fait par l'assurance maladie, les dernières réformes. Oui. Bien sûr, qui est un élément d'avancée. Il y a aussi la restructuration du système hospitalier qui se fait. Parce que on monte souvent l'hôpital comme un espèce d'ensemble qui ne bouge pas. Quand on regarde depuis 1980-90, c'est la partie du système de santé qui s'est la plus restructurée. Le nombre de lits abaissé, ça s'est organisé, c'est difficile. Ceux qui sont dans le secteur sont visiblement mécontents. Les patients sont mécontents. Les personnels soignants, hospitaliers semblent également mécontents de la situation de l'hôpital. Ça semble être parents pauvres, non ? Alors, premièrement, je crois que c'est pas quand même général, mais il y a des endroits où effectivement la situation est critique dans le système hospitalier. En revanche, et c'est un système qui évolue beaucoup, et tous les systèmes qui évoluent rapidement, qui se réforment rapidement, sont des systèmes qui effectivement créent de l'inquiétude, du malaise, etc. Et on a des champs dans lesquels on a des établissements qui sont en sous-effectif, c'est connu. On en a aussi qui sont en sureffectif. Donc il y a un travail à continuer de réorganisation du système. Ce qu'il faut qu'on admette collectivement, d'où l'intérêt de ce que j'appelle la démocratie sanitaire, c'est-à-dire qu'on en débatte publiquement, qu'on en débatte dans les grandes échéances électorales, c'est qu'il faut accepter cette transformation tous ensemble et qu'on n'ait pas l'impression que c'est l'hôpital d'ici ou telle catégorie de professionnels de santé ou telle catégorie de patients qui en payent le prix. Mais pour le reste, je crois vraiment que notre système a la capacité d'évoluer, il le fait en permanence. Et simplement, aujourd'hui, comme il n'est plus en expansion, on n'a plus d'augmentation du nombre de professionnels, d'amélioration du système. Il faut absolument être beaucoup plus exigeant dans l'organisation, la façon dont les patients sont pris en charge, le circuit qu'ils suivent, les prescriptions qui sont faites. Aujourd'hui, c'est absolument impératif pour sauver le système. Autrefois, c'était nécessaire pour l'améliorer. Dans ce que vous dites pour alerter justement, en l'occurrence, les autorités, les pouvoirs pour réfléchir à tout cela, vous avez lancé le 25 août dernier une pétition pour un débat public sur la santé. C'était une sorte de cri d'alarme tout de même qui dénonçait les orientations sur l'avenir de notre système de santé, avec notamment la généralisation de la couverture complémentaire à l'entreprise via l'accord national interprofessionnel de l'ANI. Et là, vous êtes extrêmement sévère, vous dites que cela pourrait aboutir à terme à une dissolution de la sécurité sociale. Et ce texte a été signé, entre autres, par Michel Rocard ou encore Claude Rambaud. Oui, alors ça c'est un enjeu qui est plus sur le système de santé mais sur son financement. Effectivement, nous avons depuis une dizaine d'années ce que j'appelle une dérive où l'assurance maladie obligatoire, la sécurité sociale, se replie sur... Et évidemment, il faut qu'elle prenne en charge bien les affections de longue durée, les maladies graves et l'hospitalisation. Mais quand on regarde les autres soins, ce que j'appelle les soins courants, c'est-à-dire les soins de 80% de la population dans une année donnée, ces soins-là sont remboursés même plus à 56%, mais à moins de 50% quand on compare au taux global de remboursement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'assurance maladie obligatoire est en train de devenir minoritaire dans le remboursement des soins de 80% de la population. Ça, c'est anormal et c'est coûteux pour le système parce que les complémentaires sont beaucoup plus chers que l'assurance maladie obligatoire. Donc moi je crois que si on devait se fixer un objectif pour les 20 ans qui viennent, c'est que l'assurance maladie revienne sur les soins courants à 80% de remboursement. C'est sanctuariser l'assurance maladie. C'était l'objectif des créateurs de la sécurité sociale en 1945, ticket modérateur à 20%. Ça ne suppose pas un centime d'euro de plus, puisque de toute façon c'est déjà financé via les cotisations des complémentaires. Simplement c'est beaucoup plus inégalitaire par les complémentaires que par l'assurance maladie obligatoire. Thierry Pêche. Oui, vous avez fait le portrait d'un système français exceptionnellement libéral par rapport à beaucoup d'autres. Et puis en même temps, en vous écoutant, on s'aperçoit que c'est un système libéral qui repose d'un côté sur la socialisation des dépenses, en grande partie, pas entièrement, vous l'avez rappelé, et de l'autre sur un monopole, sur une espèce de rente qui est celle des médecins qui disent la médecine c'est nous et personne d'autre. Entre nous et les infirmières, il n'y a personne, il n'y aura pas d'optomètre, il y aura rien de toutes ces professions intermédiaires qu'on voit dans les autres pays. Donc ma première question, c'est comment on fait pour sortir de cette aristocratie médicale, pour le dire... on va se faire des amis ce matin. Un peu méchamment. Amis médecins. J'en ai une autre, mais on va déjà commencer par celle-là. C'est une vraie question pratique. Est-ce que votre démocratie sanitaire est capable de casser cette position de rente, ce quasi-monopole de la médecine libérale en France? Didier Tabuteau. Je crois que le changement a commencé.
Le changement a commencé pour une première raison qui est l'évolution de la démographie médicale. On n'augmente plus le nombre de médecins en France depuis plusieurs années, donc d'une manière générale, la collectivité, y compris la communauté médicale, ne peut plus suivre et continuer sur les réflexes qu'elle avait acquis depuis un siècle et demi. Ce n'est plus possible, parce que jusqu'à présent, quand il y avait quelque chose de nouveau à faire, c'était forcément un médecin qui le faisait parce que le nombre de médecins augmentait. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. C'est le premier élément. Deuxième élément, les jeunes générations de professionnels de santé, et notamment de médecins, sont dans une démarche complètement différente de celle qui précédait. Ça a plusieurs effets. D'abord, l'évolution de la société, les conditions de travail. On n'est plus sur le modèle du médecin isolé dans son cabinet médical qui fait 70 heures par semaine et qui est quand même incontournable pour la profession. Ça, c'est quelque chose en train de changer profondément. Pardon, Didier Tabuteau, oui. Apparemment, il y aurait même une certaine passion pour le salariat chez les jeunes médecins. Il y a un mouvement en faveur du salariat, il y a un mouvement surtout en faveur des modes d'exercice mixtes, et moi je crois beaucoup dans ce fonctionnement, c'est-à-dire une activité à l'hôpital, dans une maison de santé, comme sur des forfaits de rémunération ou du salariat, une activité libérale, éventuellement au même endroit ou ailleurs. C'est-à-dire que la construction du modèle médical est en train de s'hybrider, et ça change considérablement les choses, et en plus avec la féminisation du corps médical, les modèles du médecin tout-puissant dans le cabinet isolé, je crois, vont disparaître dans les années qui viennent. C'est une chance historique. C'est la première fois que notre système est confronté à ce mouvement sociologique et ce mouvement démographique qui fait qu'effectivement, tous les éléments sont là pour le transformer en profondeur. Si vous ajoutez à cela la pression, la présence que j'espère accrue des associations de patients, de la représentation, et je l'espère de plus en plus des syndicats à travers la représentation des assurés sociaux pour la défense de la sécurité sociale, on a vraiment tous les éléments pour transformer le système. Mais pardon, une dernière question. Vous pensez que les patients vont faire confiance à des gens qui ne seront pas estampillés faculté de médecine ? Je crois que les choses vont évoluer et qu'aujourd'hui, quand vous prenez par exemple les patients qui sont le plus confrontés au système de santé, qui sont en maladie chronique, en maladie grave, qui sont victimes d'insuffisance rénale, de diabète lourd, etc. En pratique, ils savent que leur prise en charge, la qualité des soins, c'est la bonne articulation entre le médecin, l'infirmier, la biologie, l'ensemble des composantes. Ceux qui sont confrontés en permanence aux problèmes de santé savent que c'est cette coordination, cette association, le rôle de chacun qui est important. C'est plutôt quand on a la chance d'être en bonne santé et qu'on ne voit le système de santé qu'une fois de temps en temps que l'on a cette envie impérieuse que ce soit nécessairement un médecin que l'on rencontre. Quand on vient chercher des lunettes, on n'a pas besoin quand on vient chercher des lunettes parce qu'on est presbyte et qu'on vieillit, on n'a pas besoin d'un médecin qui a fait 11 ans d'études supérieures, parce qu'autrement, on a 6 mois d'attente, ce qui se passe en ce moment avec les ophtalmologues. C'est juste un détail. Mais je voudrais revenir sur la question de fond que soulevait Thierry Pech, parce que... Une tranche de vie, peut-être. Oui, exactement. Vous l'avez deviné, Marc. Autobiographique. Mais je voudrais revenir sur cette question qui est préoccupante, qui est la juxtaposition, en fait, d'un système libéral quant au choix d'installation et de prescription des médecins, et du choix du médecin par son patient, et ce remboursement socialisé qui, à mon avis, pose problème. Mais vous avez l'air de dire dans votre livre que c'est pas si problématique que ça. Moi, je trouve que c'est problématique, et la preuve, c'est que ce à quoi nous assistons, et je pense que vous n'insistez pas assez là-dessus, c'est la privatisation rampante. Je le disais tout à l'heure, les soins sont de moins en moins remboursés, donc ça veut dire qu'on est en train d'évoluer vers le système à 2 vitesses que tout le monde nous prédisait pour l'avenir, à savoir effectivement que ceux qui n'ont pas de mutuelle, ceux qui n'ont pas de complémentaire santé, et qui n'ont pas la CMUC, et ils sont quand même assez nombreux parce qu'ils ne sont pas assez pauvres pour avoir droit à cette complémentaire santé gratuite, sont dans une situation qui devient vraiment très inquiétante. Et encore une fois, on a confié aux complémentaires santé les parcours de soins, c'est-à-dire d'encadrer la dépense. Est-ce qu'il ne serait pas temps d'avoir un débat de fond au Parlement devant l'opinion publique sur l'évolution de ce système de santé que nos gouvernants, de manière cachée, font évoluer vers une forme de privatisation et de prise en charge de plus en plus évidente par les mutuelles? Didier Tabuteau. Alors, je vous rejoins totalement sur le constat de cette dérive, au moins pour les soins courants, vers des assurances complémentaires en situation de concurrence qui ne sont pas d'ailleurs efficientes pour le système. Il vaudrait bien mieux que nous ayons une assurance maladie qui soit qui prenne mieux en charge les soins, et qui d'ailleurs assure la régulation des professionnels et des tarifs de façon beaucoup plus marquée qu'elle ne le fait aujourd'hui. L'idée des réseaux pour les mutuelles, la première question à se poser, mais c'est à l'assurance maladie de le faire, et de construire cet ensemble qui permettrait d'organiser mieux l'accès aux soins et les tarifs. En revanche, pour ma part, je ne crois pas que ce soit contradictoire avec la médecine libérale. Moi, je suis convaincu qu'un système mixte dans lequel on a à la fois un service public hospitalier, et je crois qu'il faut impérativement redonner
naissance à ce service public hospitalier qui a été supprimé, je le rappelle, par la loi de 2009, la loi HPST. Aujourd'hui, on est dans un schéma dans lequel tous les établissements publics et privés peuvent faire la même chose. Vous remarquerez qu'elle n'a pas été vraiment remise en cause par Marisol Touraine. Dans la dernière loi de financement de la sécurité sociale, il y a l'annonce de la redéfinition du service public hospitalier. Donc, nous verrons ce qu'il en sera. Mais je crois vraiment qu'avoir un service public hospitalier qui garantit l'accès aux soins sur l'ensemble et une médecine libérale qui a quand même tous les avantages de la souplesse, de l'innovation et d'une capacité à s'organiser dès lors qu'elle est régulée. Le problème, c'est pas qu'elle soit libérale, c'est qu'elle ne soit pas régulée. Or, quand on socialise le financement, quand on cotise tous par la CSG, par les cotisations patronales pour financer ce système, il faut que ce système soit régulé sur l'installation et sur les tarifs. En revanche, pour moi, ça ne remet pas en cause la médecine libérale. Je pense quand même qu'elle a un bel avenir devant elle. Didier Tabuteau, est-ce qu'il y a aussi tout de même il y aurait une façon de faire une sorte d'aggiornamento chez l'usager, le patient ou le malade vis-à-vis au fond de son rapport à la santé et notamment à la consommation de médicaments qui fait régulièrement là aussi couler beaucoup d'encre. On est le peuple européen le plus consommateur de médicaments. Écoutez, je vous propose d'écouter une deuxième partie de l'entretien avec Véronique Vasseur que Tanguy Bloom a eu et qui donc publie Santé, le grand fiasco. Elle revient notamment sur la surmédicalisation en vigueur dans le système français. Véronique Vasseur au micro de Tanguy Bloom. On utilise beaucoup trop de médicaments. Le conditionnement est beaucoup trop important et beaucoup trop cher. Par exemple, vous avez un traitement de 5 jours, on va vous donner 1 mois. Et donc, il y a un gâchis énorme. Il y a 5 milliards jetés tous les ans à la poubelle, dont 4 milliards remboursés par la Sécu. La branche maladie a un déficit de 8 milliards. On peut déjà, là, au niveau des médicaments, faire un gros effort. Voilà. Et puis, il faut lutter aussi contre le lobby pharmaceutique. Ce lobby pharmaceutique est extrêmement puissant à tous les niveaux de décision de l'État. Donc, c'est pour sauvegarder ce système qui est quand même unique qu'il faut faire de gros efforts. Et c'est pas, le gros effort, c'est pas de mettre des étiquettes sur les médicaments utiles, pas très utiles ou inutiles, qui vont être remboursés par la Sécu. C'est stupide. Donc, il faut repenser le conditionnement des médicaments. Et peut-être donner, comme en Angleterre ou aux États-Unis, dans un sachet, le nombre de médicaments qu'il vous faut. Il y a 10 000 médicaments sur le marché. Les médecins, on en utilise 200, 300 peut-être 500, grand maximum. Il faut arrêter de donner des autorisations de mise sur le marché. Voilà, Véronique Vasseur, au micro de Tanguy Bloom. Didier Tabuteau. Oui, mais je crois qu'il y a à la fois la question qui vient d'être soulevée à juste titre de la régulation, de la prescription, de l'encadrement de la façon dont on est soigné, de la capacité pour la communauté scientifique, parce que les règles en matière de prescription, c'est la communauté scientifique, hein, c'est pas l'État ou je ne sais quelle bureaucratie qui les édicte, c'est la communauté scientifique, puisse permettre d'avoir accès à la meilleure médecine au meilleur coût. Ça, c'est absolument certain, et il y a un gros travail à faire en France. Je dis simplement que, attention, la bonne santé et même la relation aux médecins, aux médicaments, ça s'apprend dès l'école, c'est dans notre culture générale. Et moi, je plaide vraiment pour que les questions de santé, la médecine, le rapport aux soins puissent être intégrés dans l'enseignement. Je suis absolument convaincu que c'est un élément clé de rééquilibrage des inégalités, parce qu'autrement, on arrive dans la vie et quand on découvre malheureusement, sauf quand on est malade jeune, mais fort heureusement, c'est une minorité, mais on découvre le système de santé plus âgé, on a des réflexes socioculturels qui sont ancrés. Si on n'a pas appris que le médicament, c'est pas la solution, que l'hygiène, la prévention, le comportement, l'exercice physique sont des éléments beaucoup plus importants. Toutes les études le montrent que le système de soins, effectivement, on a une relation au système de santé qui est biaisée et qu'on a du mal à rééquilibrer. Oui, ça fait partie, entre autres, des nouveaux, du contrat sanitaire que vous proposez dans votre livre, parce que c'est un livre de proposition également. Il y a trois piliers, on va dire, miser sur la promotion de la santé, comme vous venez de le faire, rationaliser médicalement et économiquement la prise en charge et assurer l'égale protection de tous. Moi, je suis un peu surpris tout de même. Vous dites l'instruction sanitaire est à l'État-providence, que l'instruction civique est à la démocratie. Mais c'est déjà que c'est complètement rentré dans les mœurs, ça, non? Que tout de même... Alors, attendez, on finit pas d'être très hygiéniste, tout le monde se met au sport, tout le monde court partout dans une salle de gym, à part Xavier Delaporte. Et c'est pas vrai. Non, mais si, quand même, non? Non, alors, ou alors c'est moi qui... Dans les messages grand public, vous avez 100 fois raison. Publicité sans fin, il faut manger 5 fruits par jour, boire 2 litres d'eau par jour, enfin, c'est sans fin. Mais premièrement, ce sont des messages qui ont un impact socioculturel très variable, c'est-à-dire qu'en gros, modifient les comportements des catégories qui sont,
disons, dans la meilleure situation et de santé et de fortune, et ont beaucoup moins d'impact sur les populations. Et c'est bien compréhensible et c'est bien normal qu'ils sont dans des difficultés financières, qui ont d'autres préoccupations. Vous savez, la prévention, quand on ne sait pas comment terminer ses fins de mois à partir du 15 du mois, savoir ce que sera sa santé dans 10 ou 15 ans devient quelque chose qui est moins prioritaire que pour... manger 5 fruits et légumes par jour qui sont hors de prix sur le marché, évidemment. Apprendre les réflexes minimums, la façon dont fonctionne le corps, la santé, la médecine, relativement tôt et dans un cadre d'éducation générale pour tous, serait sans doute extrêmement précieux. Notre pays a inventé la santé publique à la fin du XVIIIe siècle et il l'a massacrée depuis le XIXe siècle. Alors Thierry Pech et Stéphane Rosès. Thierry Pech, oui. Sur ce sujet, on a une politique de santé publique qui est à 95% une politique curative. Et à 5% une politique préventive. Je parle sous votre contrôle. Donc vous dites, c'est très bien, dès les cours d'école, on doit apprendre à bien s'occuper de soi-même d'une certaine manière, à prendre soin de soi. Bon, c'est très bien, sauf que il y a quantité de choses qui nous restent à découvrir en la matière. Et je crois savoir que la précédente majorité avait coupé les financements à ce qu'on appelle la recherche en médecine environnementale. C'est-à-dire les effets de votre environnement, de travail, de votre environnement écologique sur votre santé. Est-ce qu'on est capable de faire cet effort de recherche, d'investissement dans la connaissance pour, je dirais, mieux profiler nos politiques de prévention ? Didier Tabuteau. Je crois et j'espère qu'on est capable de le faire. Je dis que de toute façon, d'ores et déjà, on peut mobiliser les connaissances parce que ces connaissances dans les différents pays, des études sont notées. Enfin, on a un mouvement de recherche dans ce sens qui est engagé au niveau mondial. Si la France peut être plus active dans ce domaine, je m'en réjouirais. Mais je dis que déjà, avec la somme de connaissances que l'on a, si on arrivait à la partager entre nous de façon plus égalitaire, on aurait sans doute un impact parce que je vous rejoins tout à fait. L'essentiel que l'on peut gagner aujourd'hui, surtout dans le pays, en France, où nous avons une mortalité, une morbidité, disons, entre 20 et 65 ans, qui est particulièrement élevée par rapport aux autres pays. On a plutôt de bons indicateurs pour les personnes qui ont plus de 60 ans, c'est-à-dire qu'on a un système curatif, parce que c'est là qu'effectivement il est le plus présent et le plus efficace, qui marche bien. En revanche, pour toute la mortalité évitable ou la morbidité évitable, c'est-à-dire entre 20 et 65 ans, on a parmi les plus mauvais indicateurs en Europe. Donc tout le travail est à faire sur ce champ. Stéphane Rosès. Est-ce qu'il n'y a pas également un problème culturel ? Vous n'avez pas parlé de la question de la formation des médecins. Nous avons des spécialités en médecine qui fait que le corps est découpé en morceaux. Et c'est très frappant quand on va chez un spécialiste, la difficulté d'avoir une vision générale des choses. Normalement, c'est le généraliste. Et avec le médecin traitant, est-ce qu'il n'y a pas une dérive où le médecin traitant a moins de temps pour envisager le patient dans sa globalité, son organisme dans sa globalité? Est-ce qu'il n'a pas tendance à être plutôt une gare de triage vers des spécialistes? Est-ce que là, il n'y a pas beaucoup de dépenses, de temps perdu et de vision très parcellante du corps humain, de la santé, qui pose problème? Alors, deux éléments. Le premier, c'est qu'on va vers une spécialisation, une hyperspécialisation pour toute une série de domaines de la médecine. Et je crois que notre système hospitalier doit s'y adapter, être capable de le faire. Simplement, c'est l'évolution scientifique. En revanche, ça suppose qu'en amont, l'approche globale du patient, la prise en charge générale soit valorisée et soit renforcée. C'est pas le cas. C'est le maillon faible du système français. C'est pas le cas. Les médecins généralistes ont été les sacrifiés de l'évolution de l'assurance maladie, des négociations entre les syndicats médicaux et les caisses d'assurance maladie depuis les années 70. Aujourd'hui, les médecins généralistes français sont beaucoup moins bien traités que dans les autres pays comparables, ce qui n'est pas le cas des médecins spécialistes pour beaucoup d'entre eux. Donc, s'il y a un effort, et d'ailleurs je le propose, je crois que dans la redéfinition, puisqu'en gros, avec la stagnation de la démographie médicale, on va avoir une capacité à réorienter des flux de rémunération et d'organisation. Eh bien, je crois que les médecins généralistes doivent être les premiers bénéficiaires de cette évolution avec les professions paramédicales qui manquent cruellement en France en termes de compétences et de positionnement. Une toute petite et la dernière question. Oui. J'ai dit petite. J'ai juste rappelé que Didier Migaud vient de dire un truc qui vaut la peine. Le premier président de la Cour des comptes, il dit « Aucun de nos grands voisins européens, aucun, n'accepte que son système de protection sociale soit durablement dans le déficit. » Vous appelez à des stabilisateurs automatiques pour que notre système revienne à l'équilibre. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Didier Tabuteau. Je crois que c'est effectivement essentiel
que notre système d'assurance maladie puisse avoir une obligation inscrite dans le grave, le marbre législatif. CRDS par exemple. Ah non, CRDS, surtout pas. C'est-à-dire recours à l'endettement pour équilibrer. Ça, je pense que c'est ce que nous faisons depuis des années. C'est vraiment la voie à ne pas suivre. C'est vraiment non éthique de financer la santé par l'endettement. C'est la dépense de consommation de la génération d'aujourd'hui. Ça fait le bonheur des financiers internationaux, de la finance internationale qui spéculent sur notre dette sociale. C'est formidable pour elles. En revanche, une pression mise par une augmentation automatique de prélèvements, si les mesures ne sont pas prises pour rééquilibrer, me paraîtrait être extrêmement vertueux pour que le débat public et le débat politique, parce que c'est le point de départ du livre, s'emparent enfin des questions de santé. La Cour des comptes voulait renforcer l'intervention des complémentaires santé dans le marché de l'optique et Marisol Touraine s'y est opposée. Pour quelle raison ? Moi, je crois que la grande ambition qu'on doit avoir, c'est que l'assurance maladie rembourse mieux les soins courants, c'est-à-dire qu'il y ait une augmentation programmée sur les décennies qui viennent du remboursement. Donc, c'est pas en se retirant et en laissant un champ entier aux complémentaires que l'on améliorera la situation. On en revient toujours à votre vigilance extrême sur la question des complémentaires. Dernière question. Vous connaissez bien Claude Évin, vous avez été le directeur adjoint du cabinet au ministère des Affaires sociales de 88 à 91. Pourquoi a-t-il été écarté par Marisol Touraine du poste de haut-commissaire de la nouvelle stratégie nationale de santé ? Ça, j'ignore, il faut lui demander.